Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui je reçois l'auteur Jean-Pierre Girard. Bonjour Jean-Pierre, vous allez bien? Bonjour Amélie, très bien. Oui, ça va super bien et j'ai envie de vous présenter mes auditeurs. Alors vous êtes romancier, novelliste, essayiste, vous enseignez la littérature au collégial et vous vous consacrez à l'écriture de La Cathédrale, un cycle de 8 livres dont Les Inventés qui est la pièce d'assises. Et vous avez également mis en place du côté de Lanaudière, le collectif d'écrivains, justement de Lanaudière, dont vous êtes le président, le CEL. De collectif d'écrivains Lanaudière, effectivement, oui, c'était l'idée de mettre en scène les écrivains dans leur véritable rôle, hein, c'est-à-dire d'être en situation d'écriture pour aider les gens à écrire n'importe quel type de texte. Ça fait 15 ans, 16 ans, là, ça me rajeunit pas. Mais, et c'est aussi associé avec l'idée que la ville de Joliette est pavée de citations de littérature mondiale pendant je dirais septembre, octobre, là, 2 mois. Là. Et donc, c'est des gens, des vrais taggeurs qui vont écrire des citations de n'importe qui. Ça peut être des hommes ou des femmes politiques, ça peut être surtout des écrivains ou des écrivaines. Mais l'idée, c'est de faire démocratiser un peu l'écriture et faire en sorte que l'écrivain soit pas nécessairement derrière son micro, comme je le suis maintenant, puis derrière aussi sa table quand il vient signer des livres, au Salon du Livre par exemple, mais faire en sorte qu'il soit accessible au monde. Et quand les gens viennent à Joliette, mais viennent maintenant, c'est devenu un rallye des citations, ils viennent déambuler dans le centre-ville, et c'est un bonheur, je vous jure, de les voir s'arrêter. Le monsieur prend la main de la madame ou l'inverse, ou le monsieur prend la main du monsieur, je m'en fous. Mais ils lisent la citation et là, ils se regardent, ils sourient, puis ils continuent. Alors, j'ai l'impression que ces gens-là sont contaminés par l'esprit du littéraire au moins autant que quand ils paient 8 piastres pour venir au Salon du Livre, pour que je leur signe juste mon nom. Là. Donc, c'est mettre la littérature dans la rue. Et comment vous les choisissez, les citations? Petit à petit, si vous voulez en trouver 10 cet hiver, allez-y, puis dites à vos auditeurs d'en trouver 10 aussi, puis ils les enverront au lesdonneurs.ca, tiens, puis on les accumule comme ça. On les veut courtes, on les veut pas punchées, mais on les veut pas nécessairement non plus songées. Ça peut être drôle, ça peut être, mais quelque chose qui vient nous chercher là, c'est de cette manière-là. C'est très intuitif, on dirait. Et le CEL s'est fait connaître justement avec les donneurs, mais à travers le Québec et également à l'étranger, là. Ça a fait des petits. C'est une idée qui est venue comme ça dans un bar avec Pierre Hiergeau il y a 15 ans, puis mais on savait pas du tout. Là, il est pas dans le portrait, Pierre, mais on savait pas du tout qu'est-ce que ça deviendrait. On savait pas du tout non plus que l'écrivain se retrouverait, parce que l'idée, c'est de faire en sorte que l'écrivain prenne du temps avec les gens. Tu sais, voir Jean-Paul Daou dans les chaussures yellow en train d'écrire un poème à une petite fille de 7 ans, là, c'est génial. Et puis, de voir que aussi l'écrivain est pas soumis à l'ordre du nombre. Il est pas soumis à, combien t'as vendu de livres, puis quand il est venu combien de gens à ton lancement, puis on demande-tu combien qu'on va avoir de gens à notre enterrement? Je ne sais pas, là. Mais c'est pas l'ordre économique qui doit mener tout. C'est le temps qu'on prend avec la personne. Et puis, l'écrivain se retrouve aussi. Il y a des écrivains qui viennent me voir à la fin de la grosse journée où on est 70, là, puis qui viennent me voir et qui disent « Jean-Pierre, j'ai écrit juste 2 lettres d'amour. » Écoute, c'est génial que tu aies écrit 2 lettres d'amour, parce que l'écrivain se retrouve aussi devant sa propre... c'est un peu curieux de le dire ainsi, mais sa propre inutilité. On se retrouve devant... on écrit juste une lettre l'après-midi, puis ça a pris 1 heure avec la madame qui veut écrire à son mari qui est en train de mourir à l'hôpital, qu'elle l'aime et qu'elle n'a jamais été capable de lui dire. Bon, fait qu'on se retrouve dans notre rôle. Alors, Roxane Bouchard, qui habite Joliette, me racontait qu'elle était allée écrire justement des lettres dans une taverne. Est-ce que c'est avec les donneurs? Oui, tout à fait. Oui, Roxane vous a conté ça? Mais oui, elle m'a conté ça. Elle est venue à votre émission, c'est non, ça? elle n'est pas venue à mon émission, mais on s'est rencontrés à plusieurs reprises et elle me racontait ça, qu'elle avait été écrire des lettres. Ah oui, entre dans autres. Une taverne où très, très peu de femmes vont habituellement. En fait, Roxane est un des fers de lance de cette écriture publique-là, dans le sens qu'elle est venue peut-être 5 ou 6 fois dans la quinzaine d'éditions. Là. Puis oui, je l'avais volontairement mise dans une taverne
Oui, c'était une belle expérience. Elle a écrit un texte, là, je sais pas exactement où. Mais elle m'a donné ça. Vous savez que c'est une collègue aussi. C'est une collègue Qui enseigne Juliette. une collégiale Ouais, aussi. puis elle m'a apporté son texte. Là, je pense que c'est publié c'est peut-être même à Druide, un collectif de nouvelles, mais elle fait mention de cette anecdote-là, que elle s'est retrouvée avec des pliés de taverne. On sait c'est quoi des pliés de taverne? Ils vous regardent de même, là. Puis ils savent pas trop, puis ils veulent vous payer. Puis dans la même taverne, d'ailleurs, Aurélie, ma fille, je l'avais installée là, elle avait 11 ans. Puis elle avait écrit une espèce de post-it qu'elle avait collé sur le cœur d'un vieux monsieur. Puis le monsieur avait voulu la payer. Puis elle a dit non, monsieur, c'est gratuit, c'est donné. Fait que c'est ça. Les gens sont pas tout à fait habitués à ce que les choses soient données. Mais c'est cute, c'est une belle idée. Oh oui, c'est ça, c'est une belle idée. Vous savez ce que c'est que les idées, hein? On a une idée géniale, ça prend 2 ans de l'écrire. On sait pas, c'est ainsi. Mais c'était une belle expérience. Puis oui, pour répondre à votre question de tantôt, donc il y a eu ça a essaimé un peu dans d'autres régions, Magog. Le Saguenay, on était fait de l'écriture publique sur je me souviens plus du nom du bateau, mais c'était une excursion en bateau, 3 heures, puis on était 5 écrivains. Puis à Liège, beaucoup, à Bruxelles, beaucoup, à Paris, à Charleville-Mézières, la ville natale de Rimbaud, où on va retourner là, cet été. Là. C'est ça. J'aime l'idée que l'écrivain reprenne son rôle, puis qu'il soit pas une espèce de dans sa tour d'ivoire, là, puis qu'il soit pas en train de, je sais pas, de faire autre chose que ce qu'il fait le mieux, en tout cas présumément, c'est-à-dire écrire. Et vous avez publié L'Est en Ouest, qui avait été publié dans Le Devoir, et par la suite chez Québec-Amérique, je crois, en 2002. Là, c'est vous qui allez m'avoir. Là. Je pense que c'est qu'on 2002. l'a fait. Je pense qu'on l'a. Ça aussi, c'était avec Aurélie. C'est un périple en Westphalia. L'Est en Westphalia, l'Est du pays, si vous voulez. Là. Prenez le pays ou la province. Puis on l'a publié en feuilleton dans Le Devoir, je pense, en 2001. Okay. Et le livre en 2002. Mais il faudrait que je vérifie. Là. Des fois, j'ai mes propres absences. Et vous êtes allé en résidence d'écriture du comté de Bruxelles à l'été 2011. Et là, c'est là qu'ont commencé les chroniques de rien. Qui peuvent ressembler un peu aux chroniques de l'Est en Ouest. Oui, c'est ça. Donc, le jeu de l'écrivain, oui, c'est ça, dans une des résidences là, que j'ai occupées, là, celle de la ville de Bruxelles. Et puis, avec le Conseil des arts et des lettres. Et c'est là qu'a germé un peu l'idée de, refaire un recueil de chroniques. Parce que c'est vraiment différent. Hein? C'est pas l'ordre de la fiction, l'ordre du... comment j'appellerais ça? Le roman, pour moi, c'est une occasion de connaître. Les chroniques, c'est un commentaire au quotidien qui se fait sur ce qu'on peut saisir un peu sans aucune prétention, un peu à la montagne. C'est ça que je vois, c'est ça que je perçois. Si vous le percevez aussi, tant mieux. Si vous le percevez pas, c'est Brassens qui dit je remets ça dans ma guitare, ou c'est Léo Ferré, je sais pas trop. Je la remets dans ma guitare, puis on s'en va, là, c'est pas... Mais donc, la chronique est un genre, pour moi, en soi, que j'aime beaucoup, qui est exigeant. Tu sais, une chronique, là, c'est 2 pages, ça me prend 10 heures, 12 heures d'écrire ça. Mais, en même temps, c'est comme à l'époque, avant tu savez, les téléphones là, qui prennent des photos, là, les téléphones présumément intelligents, là, oui. Il y avait ce qu'on appelle des Polaroids. À l'époque? À l'époque. Puis la chronique, c'est un Polaroid. C'est comme une photo, flic, là, qui sort immédiatement, qui sèche. Et ça revient un peu populaire, les Polaroids, là, auprès des jeunes. Ils s'en revendent là, de plus en plus. Je sais pas. Vous allez m'informer là-dessus. Tant mieux. Ben parce que ça permet aux jeunes de pouvoir prendre la photo maintenant et d'avoir la photo en main. Ouais, ils ont plein de, il y a plein de choses qui arrivent avec eux autres. Hein. Le phénomène de la durée, le phénomène de l'instantané, ça pourrait faire une chronique, ça, Amélie, vraiment. Mais justement, les chroniques de rien, là, on l'a en livre, mais ce sont des chroniques qui ont été publiées dans l'Action, du côté de Joliette, et par la suite, ils ont été retravaillés pour en faire un livre, je crois. C'est ça. Dans les journaux de la Naudière, on va dire, pas seulement dans l'Action, mais dans les journaux de la région. Puis, une fois sorti du contexte éditorial papier, parce que, on est forcément limité, tel nombre de mots, tel nombre d'espaces, etc. Et puis, quand Druide m'a proposé de faire les chroniques, je me suis évidemment permis de
d'y retourner. Donc, les chroniques qui sont là-dedans sont des chroniques pas seulement retouchées, mais avec plus d'amplitude, dans le sens où on sort du cadre du journal, puis on peut aller un petit peu plus loin, on peut aller plus... plus en profondeur, peut-être? En profondeur, je ne sais pas. Des fois, une des Ou qualités de pousser un peu plus certaines l'analyse. Une des qualités de certaines chroniques, c'est justement de pas aller en profondeur. C'est justement, c'est léger, alors que d'autres chroniques, leur qualité va être la profondeur, mais ça dépend. Puis c'est de garder aussi la chimie. Parce que, là, je ne sais même pas combien il y en a de chroniques là-dedans, là. Peut-être je ne sais pas compter. Moi non plus, bon. Mais forcément, il y a eu un choix, il y a eu une sélection, mais c'est de conserver l'espèce d'architecture où le gars prend justement cet instantané-là, où il va parler je sais pas moi, des pieds de son père qu'il a massé pratiquement pour la première fois à 22 ans quand il est en train de mourir, mais il va aussi parler de la ridicule minceur du papier de toilette dans les institutions d'enseignement. Donc, il va parler de tout, mais c'est de conserver cette espèce de... C'était un gros travail. Je pensais que ça me prendrait 5-6 mois. Colliger, c'est ça qu'on dit, c'est le bon colliger, terme, tout ça. oui. Puis, alors que ça m'a pris 1 an et demi à réunir pour que ça marche, en tout cas, j'ai l'impression que ça marche. Oui, ça marche. Ça marche. Vous êtes drôle. Oui. En tout cas, c'est pour refaire une espèce d'ensemble qui se tienne debout. Là. Puis, mais tant mieux si ça marche, je vous crois. Mais ça traite vraiment de plein d'affaires. Moi, une qui m'a bien fait rigoler, c'est celle sur la bêtise. Oui, ça. Avec le sac McDo, là. Incroyable, hein? C'est la peur, de bon, je sais pas si on peut, je pense pas qu'on peut résumer parce que l'autre fois, j'étais à Radio-Canada, puis elle me demandait, pouvez-vous nous résumer cette chronique-là? Non. J'ai mis 15 heures à l'écrire, puis je peux pas la résumer en 2 minutes, mais essayez de le faire. Bon, la bêtise, c'est la grande peur que j'ai devant l'existence, c'est de me retrouver devant des gens littéralement bêtes. Bêtes, pas violents, mais bêtes, qui comprennent pas. Je fais quand même office un peu de... Bon, je suis d'abord papa. Bon, je suis un homme, je suis un papa, je suis un écrivain. Bon, en tout cas, une espèce d'écrivain. Je suis un enseignant. Donc, je crois à la transmission d'une forme d'éducation et de... On s'aide. Hein? D'ailleurs, j'ai pas l'impression d'enseigner quand je suis devant les élèves ou les étudiants. J'ai l'impression qu'on est en apprentissage, eux et moi. Mm-hmm. Bon, puis ils m'apprennent des choses, je leur en apprends, je crois. Puis on finit par allumer sur des affaires. Mais se retrouver devant quelqu'un qui est bête, ça m'effraie parce que y a rien à faire. Il n'y a rien à faire devant ça. Puis donc, l'anecdote en question, c'était que je roulais en vélo dans un rang, dans mon rang. J'en allais me faufiler vers ma maison. Et puis, j'ai vu sortir un paquet de McDo, un sac de McDo avec les frites qui explosent, puis patente. Puis, puisque le rang l'ouvroir est en lacet, tout vous mêlez entre les deux, en lacet, en tout cas, ça tourne. Puis, le temps que j'arrête et que je regarde l'espèce de pick-up, vous voyez, le 3/4 de tonne, rame économe, ma tante, puis il était disparu. Puis là, je me retrouvais devant des cochonneries dans le rang, puis j'ai fait la seule chose que je pouvais faire, je les ai ramassés, je les ai mis dans le sac, puis j'étais allé les jeter. Puis après, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire devant ce qui est bête? Mm-hmm. Devant ce qui est pas, ce qui saisit pas que c'est une connerie, là? Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, ça c'est une des... Vous l'avez aimé? Oui, moi je l'ai beaucoup aimé celle-là. On va s'arrêter, Jean-Pierre, et au retour, on continue de parler des chroniques de rien. Il y en a beaucoup que j'ai aimé. Je serai là.